Madame, monsieur, bonsoir. Vous faites bien de regarder Canal 24 Télévision. C'est bien sûr votre émission 90 minutes chrono qui démarre. Au menu de cette sortie, le championnat Eli One et tout, avec les clubs camerounais qui renouent avec la passion. Si Canon de Yaoundé a signé sa première victoire en Elite One, Aigle Royal de la Ménois attend toujours sa première sortie après être exemple en Ligue 2. 90 minutes chrono de ce jour, ce sera également l'élection à la CAF avec les désistements de Maître Senghor. Après le désistement de Maître Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahya s'ajoute aussi à la liste. Le plat de résistance des 90 minutes chrono de ce jour sera consacré aux entraîneurs nationaux avec la rupture des contrats abusifs. Est-ce que ces contrats sont des business rendus à 10 ans après? 7 entraîneurs ont permis aux contribuables camerounais de dépenser la rondelette somme de 1,2 milliard de francs CFA. Madame, Monsieur, voilà les différentes questions qui seront mises sur le plateau ce jour. On prend une transition et on revient pour vous présenter les différents invités qui sont déjà au grand complet. Déjà présent, nos différents invités, on va commencer avec celui qui n'est pas habitué à cette émission. Christophe Tavi, bonsoir. Bonsoir Olivier Dormo, c'est une introduction assez forte qui n'est pas habituée à cette émission. Je loue déjà votre initiative et votre appel. Je suis heureux d'être sur ce plateau de 90 minutes. J'espère que ce sera à la hauteur des attentes des nombreux téléspectateurs de Canal 24 et naturellement de l'émission sportive. Alors, journaliste pour la télévision BOA, comment se porte la télévision BOA? BOA Sport se porte très bien. Pour le moment, nous sommes en pleine préparation pour le journal de ce soir. Les textes sont finis. Vous savez que nous, chez nous, c'est le sport qui est la ligne principale pour nous. On va au-delà de la passion sportive et on met à la disposition des mouvements sportifs camerounais toutes les disciplines possibles, les matchs, les émissions, les entretiens, tout ce qu'il y a sur le sport au Cameroun. Alors vous avez habitué le public camerounais avec cette émission polémique du sport. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais attendent le retour de cette grande émission. Est-ce que vous leur promettez que les polémiques du sport seront diffusées Très bientôt. Très bientôt, c'est une promesse tenue. Il suffit simplement que le studio qui est en train d'être refait du côté de BOA Sport soit mis à la disposition. Vous aurez naturellement votre émission de polémique du sport qui vont revenir pour tabler sur toutes les actualités sportives nationales et même internationales. Vous aurez l'occasion sur la chaîne qui va au-delà de la passion, c'est BOA Sportive. On vous a compris. Alors, Achifou Mena, bonsoir. Bonsoir. Alors, directeur de publication de la presse numérique, Sport la Une. Comment se porte Sport la Une? Bon, je crois que le projet commence à mûrir tout doucement. On sera rendu à la 21e édition, donc la 21e parution, ce sera demain. Et nous encheminons progressivement vers la production de ce journal définitivement en support physique. Donc nous comptons aller en kiosque d'ici là. Il était d'abord question d'asseoir la notoriété entre guillemets du journal, nous créer un bon réseau de distribution parce que depuis que le journal existe, il se fait en version numérique, donc un PDF gratuit que nous donnons à un nombre illimité d'abonnés. On a réussi à étendre la distribution hors des frontières camerounaises et je pense que les retours qui reviennent sont tout au moins satisfaisants. Vous avez vu que entre 10 ou 15 parutions, on a dû changer les thèmes, on a changé les motifs, on a changé les éléments de montage. Cela est le résultat des nombreuses propositions qui nous ont été faites de l'extérieur et nous pensons que c'est un élément de motivation. On travaille pour que ce projet puisse véritablement s'implanter au Cameroun. Alors, vous parlez de support physique. On sait que tous ceux qui se sont essayés à travers le support physique, l'expérience de vie n'a pas été longue. Non, il y a eu Global Foot, il y a eu beaucoup qui, après, c'était la fin. Est-ce que vous pensez que
ce chantier ne sera facile pour vous. Nous n'allons pas nous appuyer sur les expériences des autres. Le projet est parti d'une réflexion que personnellement j'ai menée. Je l'ai partagé avec une ou deux, trois personnes. Nous, on a été d'accord et on a décidé d'essayer. Donc, nous n'allons pas nous fier à ce que les autres ont fait. C'est vrai que on part, c'est peut-être aussi une aubaine pour nous de savoir que certains ont essayé et ils se sont cassés le nez. C'est à nous maintenant d'apprendre des erreurs de cela. Donc, et en même temps, il faut se dire que est-ce que si les autres ont échoué, nous on ne peut pas réussir. Personnellement, je suis quelqu'un qui aime les challenges et ce challenge, j'entends pouvoir le relever, quoi. Alors, c'est compris. Alors, donc, le troisième invité, c'est un habitué, c'est notre consultant Hugo Bossoquin. Bonsoir. Décidément, vous avez décidé à faire des présentations un peu étonnantes. Hein. Vous avez présenté quelqu'un comme une personne qui n'est pas habituée. Il était d'abord surpris. Maintenant, vous faites de moi un consultant. Bon, je suis un analyste, je ne suis pas consultant. Vous savez, je respecte tellement ce statut parce que ce n'est pas donné à tout le monde ici. D'abord, ce n'est pas évident d'être un consultant hein, parce que il faut des connaissances vraiment au-delà de la normale pour être un consultant parce que qui dit consultant consulte. C'est-à-dire que donner une solution à un problème donné parfois et qu'il y a des consultants dans cet environnement footballistique où il y a des conflits à n'en plus finir, à n'en plus compter. Alors là, ça veut dire que c'est l'échec des consultants. Bon, je change alors analyste. Tout simplement. Alors, je vous accueille d'entrer avec cette information qui parle du Tonnerre, avec Sombamani qui aujourd'hui a décidé à joindre les deux parties. On sait que depuis, il y avait deux factions du côté du Tonnerre aujourd'hui et Sombamani qui tend la main. Peut-être qu'il veut un avenir joyeux pour le Tonnerre, enfin. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous me posez cette question. Bon, c'est vrai. Vous êtes du Tonnerre. Je préfère lui faire un peu une petite parenthèse par rapport à ça. Ce qui est sûr, il a fait cette déclaration. Tout porte à croire qu'il veut rassembler parce que lui, dans sa logique, puisque j'ai eu une conversation avec lui dernièrement après le match Canon Astre, et il m'a dit carrément que lui veut rassembler. Parce que vous savez que le Tonnerre, contrairement à Canon, parce que beaucoup de gens pensent que le Canon a plus de problèmes que le Tonnerre. Non, les gens pensent que le Tonnerre a plus de problèmes que le Canon. Mais je puis vous rassurer que dans le Tonnerre, il n'y a même pas le cas de ce que nous avons vécu avec de ce que nous vivons dans le Canon. Dans le Canon, nous avons pratiquement 8 factions. Vous ne même pas, je suis un modeste quand je parle de 8. Mais dans le Tonnerre, il n'y a que 2 factions. Et ces 2 factions n'ont pas un problème si majeur que ça. Il n'y a pas une grande démarcation entre les 2 factions. Le problème des 2 factions, c'est un problème d'ego. Tout simplement. Il suffit seulement que une faction reconnaisse seulement qu'elle est en position de faiblesse et doit juste venir travailler avec celui qui est là en fonction de ses forces actuellement. Parce que vous savez bien qu'il y a une faction qui bosse beaucoup plus lorsque la LFPC fonctionne. Il y a aussi une autre faction qui a le vent en poupe uniquement quand la LFPC est en déroute. Bon, quand la météo politique du sport, du foot, penche pour un camp, c'est normal que l'autre doit se plier. Pour moi, c'est un peu comme ça que je comprends un peu le rassemblement d'Achille Sombamani, même comme malheureusement c'est un peu mal interprété, parce que beaucoup pensent qu'il fait un appel de fond de manière voilée. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Il veut vraiment rassembler, parce que moi j'ai l'impression que depuis qu'il a été nommé directeur de l'hôpital de district de Ngoumou, son emploi, son agenda ne lui permet plus de s'occuper de Tonnerre à 100% comme à une certaine période où il ne vivait que de ses consultations. Mais maintenant, depuis qu'il occupe les fonctions administratives et techniques du côté de l'hôpital de Ngoumou, qu'est-ce qui se passe? Il a du mal, il cherche quelqu'un qui va réussir à consacrer au moins 40% de son agenda pour l'équipe. Et ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que s'il trouve un groupe de personnes, alors là, parce que vous savez, dans le Tonnerre, contrairement au Canon, à l'Union, dans le Tonnerre, on ne prend pas le Tonnerre de manière traditionnelle. On ne prend pas le Tonnerre uniquement parce qu'on a gagné les élections. On passe la main. Ça veut dire que même le général, tout le monde a toujours passé la main à son successeur. Le général a passé la main
à Essombayenga. Essombayenga passe la main à Onambele Zibi. Onambele Zibi a passé aussi la main à Achille Sombamani. C'est comme ça que ça s'est passé dans le Tonnerre. Et lui aussi, il cherche quelqu'un à qui passer la main, mais il ne peut pas le faire dans le désordre. C'est ce qu'il m'a expliqué lors de cette conversation. Donc il ne souhaite pas le faire dans ce désordre parce qu'il ne saura pas qui passer le relais. Alors, Kisotabi, on va dire que cette main tendue de Sombamani, ça va être positif quand même. Quand il n'y a pas clash, quand il y a mésentente entre les camps, ce n'est pas bénéfique pour le club. Oui, on loue peut-être l'initiative, mais je pense qu'elle est tardive. Pourquoi elle est tardive par rapport à ce que disait tout à l'heure? Je trouve que c'est une conversation entre deux personnes qui chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Je pense que pour l'instant, Sombamani n'a pas véritablement les moyens adéquats pour le dire ici, pour faire vivre le Tonnerre. Il a besoin de l'apport de tout le reste, de l'autre fraction. Mais il se peut que dans cette tension noire qui se vit au quotidien de ce côté en Bokada, même les habitants de Bokada ne sont plus d'accord entre eux par rapport à la gestion quotidienne de cette équipe. Il y a ces bouleversements au quotidien et ces sorties hasardeuses des uns et des autres. Aujourd'hui, l'un des maillons forts qui est décédé finalement, le fils de Semengue, que je ne vais pas citer ici, qui est décédé, mais qui avait envie avec d'autres collaborateurs, comme son directeur général dit malheureusement les choses ne sont pas bien passées. C'est une fraction qui est en place aujourd'hui, celle qui supporte la gestion de la Fédération camerounaise de football avec Sombamani. Bien sûr qui n'est pas là au quotidien, il est du côté de nous, mais lorsqu'il s'agit d'une réunion, c'est lui qui représente le Tonnerre. Il est donc question pour lui, parce que les moyens font défaut à cette structure, il faut le dire ici. Presque tous les clubs, pas seulement le Tonnerre Canada Club, mais presque tous les clubs du Cameroun ont ce problème. Il faut un management, parce que ce qui se vit à l'heure actuelle, contrairement à ce que Bobo Sokin disait, dans le canon, il y a une grande revendication, pour ne pas dire une nouvelle coloration dans le canon sportif avec un équipementier, avec un nouveau staff dirigeant, et le Tonnerre se sent un peu lésé de ce côté-là. Il faut chercher les voies et moyens, et la sortie du président Achille Sombamani vient peut-être, elle est salutaire, mais elle vient un peu trop tard. Alors, Achille Foumena, la main tendue de Sombamani au début du championnat. Je ne sais pas pourquoi Gogo Sokin, qui absolument a terni à noircir l'image du canon sportif de justifier ce qui se passe du côté du Tonnerre. Ah non, je n'ai pas noirci l'image. S'il vous plaît, vous n'avez pas la jauge, vous n'avez pas une échelle à partir de laquelle vous évaluez les degrés de problème qu'il y a à l'intérieur, de manière interne, à Canon ou ce qu'il y a. Il dit qu'au Canon, il y a plusieurs factions. Si vient créer les factions de Canon sportif de Yaoundé, c'est son problème. On a vu Canon au stade dimanche, bien habillé, propre comme d'habitude. On a vu la sérénité, on a vu les gens mobilisés. Je crois que depuis que la compétition a été lancée, contrairement à ce que nous avons vécu il y a 5 ans aujourd'hui, il n'y a pas deux voix qui s'élèvent du côté de Canon sportif de Yaoundé. Je ne sais pas pourquoi on devrait revenir ressusciter ces affaires ici. Moi, je crois plutôt que c'est une bonne chose. Parce que les clubs de football ne sont pas des propriétés personnelles, ne sont pas des propriétés individuelles. Au-delà de ce que le docteur Achille Sombamani veuille passer la main, ou alors de ce qu'il a des obligations, je crois que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il aurait dû le faire depuis. Parce que Tonnerre, ce n'est pas seulement une affaire de Mbogada. C'est un club de football qui devrait être capable d'avoir en son sein tout ce qu'ils veulent vivre la passion du football. Tous ceux qui veulent contribuer, même de manière volontaire, de manière bénévole dans le football. Ces querelles-là qui ont fait des factions en conflit, pourtant qui se réclament de servir le même objectif, n'aident pas le football. Donc aujourd'hui, qu'il ait fait la main tendue est une bonne chose, et il faut tout simplement que les autres acceptent cette main tendue et qu'ils aillent rejoindre la maison Tonnerre sans hypocrisie,
et je veux dire en toute sincérité. Une seconde. Une seconde. Bon, malheureusement, je n'ai pas terminé ma phrase lorsque je fais allusion à Canon. Lorsque je fais allusion à Canon en disant que le Canon a même plus de points que le Tonnerre, malheureusement, je me suis un peu laissé emporter. Je n'ai pas voulu terminer avec l'illustration qu'il voulait faire parce que le Canon a plus de points que le Tonnerre, mais le Canon a réussi à rassembler toutes les tendances. Donc, si le Canon a réussi à rassembler toutes les tendances, le Tonnerre devrait le faire aussi. Parce que c'est même pire. Parce qu'au Canon, c'est même pire. Je vous assure, c'est pire qu'au Canon. Par rapport à parce que je connais les deux clubs. Parce que je connais parfaitement l'organisation interne des deux clubs. Maintenant, s'ils ont pu le faire, si ceux qui étaient. Parce que vous savez, le président me voit placé, qui est là actuellement. Mais il y a 3 saisons. Pendant que lui présidait le comité de surveillance, je ne sais plus comment on appelait ça, il a été débarqué comme un malpropre. Parlez de Tonnerre, laissez Canon tranquille. Laissez de Tonnerre, monsieur. Vous n'êtes pas l'avocat de Canon. Maintenant, vous voyez, il a été débarqué, mais si 2 ans après, les deux tendances, s'il réussit à s'asseoir avec les personnes qui l'ont débarqué, ça veut dire que c'est aussi possible dans le Tonnerre. Ça veut dire que même la faction qui est dessus peut s'asseoir avec la faction qui est là actuellement et régler le problème. Voilà actuellement le Canon qui fait maintenant belle. Qui donne une belle image parce que le fait d'être uni, c'est ça qui va donner la stabilité à un club, c'est ça qui permet à un club de s'industrialiser. Regardez comment est-ce que AS Vita Club se comporte dans un club Motema Pembe Kinshasa. Vous n'allez jamais attendre qu'il y a 2 ou 3 canons dans un club Motema Pembe. Donc c'est un peu comme ça. Doit aller à l'école du Canon. Alors on va laisser le côté Canon pour parler maintenant du football féminin. Alors Christophe Tabi, il y a eu arrêt du côté du foot féminin. Finalement, samedi dernier aussi, il y a eu le démarrage avec cette rencontre entre Caïman et Stade de Bertois. On va dire c'est de bonnes guerres aussi de ce côté. Après la rupture, on sait qu'il y a eu quand même mésentente, n'est-ce pas, entre le président du club et le comité d'organisation de la Ligue professionnelle de football. Mais maintenant que le championnat est relancé, ça veut dire que les deux parties sont aussi attendues. Je crois que c'est une bonne chose de relancer le football parce que que ce soit les dames, que ce soit les hommes, il était de bon ton que les activités sportives reprennent. Et la Ligue de football féminin du Cameroun a pu, à travers son conseil d'administration, ils ont tenu, le conseil d'administration c'était la semaine dernière avant, et c'est à partir de là qu'ils ont conclu cette relance des activités au niveau du football féminin. Les filles ont besoin de jouer et naturellement les présidents ont adressé leur doléance devant cette équipe de responsables de la Ligue de football féminin du Cameroun. Je crois qu'ils se sont entendus, les doléances ont été posées et l'instance dirigée par Céline Ekomundoum a certainement trouvé les voies et moyens à travers l'instance fêtière qui n'est autre que la Fédération camerounaise de football pour permettre à ces clubs et à ces présidents de pouvoir mettre à la disposition de ces joueuses des moyens adéquats pour pouvoir permettre au football féminin et naturellement à ces joueurs de pouvoir exprimer leur talent. Parce que c'est ça qui est l'objectif, c'est de permettre aux acteurs directs de cette discipline, de ce sport, de se mettre en exergue, en évidence, pour pouvoir exprimer leur talent. Donc c'était de bon ton. On espère que ce championnat va s'achever parce qu'on connaît comment ces choses se passent souvent ici au Cameroun. Mais avec ce redémarrage, avec le match de lancement qui s'est déroulé du côté de Douala, on espère que les autres journées, c'était la 13e journée, on va reprendre dans tous les clubs et surtout l'étendue du territoire camerounais pour permettre à ces équipes-là de pouvoir terminer la saison. Surtout que la saison a été à la sanitaire qui continue de perturber les activités. On souhaite simplement que les moyens et l'organisation de cette compétition à travers les personnes qui sont en charge du football féminin puissent arriver à la fin de cette saison. Alors, Hugo Bossoquin, il y a eu un bon démarrage du côté du football féminin, il y a eu les promesses. Après la phase allée, il y a eu quelques problèmes. Samedi, le démarrage du championnat, ça veut dire que le fossé a été rempli. Bon, on espère bien, parce que moi j'ai encore des réserves, parce que avec cette période de transition qui a duré, on nous a annoncé un démarrage, et puis il y a eu un vrai faux départ, moi je suis encore un peu réservé.
Et surtout que c'est vrai que je n'ai pas suivi attentivement les résolutions du dernier conseil d'administration, mais moi je suis un peu surpris que des raisons un peu des présidents des clubs qui veulent conditionner le retour par rapport au fond. C'est pour ça que je dis que parfois même cette histoire des subventions là, je me demande si c'est pas ça qui venait un peu détruire un peu notre football. C'est pour cela que moi je milite pour le système des droits de diffusion. C'est-à-dire qu'il y a un diffuseur qui vient, organise un championnat, décide de prendre les droits de diffusion, et ce sont les droits de diffusion qui sont redistribués en fin de saison. Mais cette histoire de subvention, c'est venu un peu changer la donne. Les présidents ne comptent que c'est ça, où on donne ça en amont, alors que généralement, ce sont les choses qu'on donne en aval. C'est pour cela que je suis un peu réservé par rapport à ça. J'espère qu'un jour, et non pas que j'espère, j'ai foi. Nous aurons un jour une organisation où nous aurons un championnat organisé par un diffuseur qui paye ses droits TV, et la redistribution de ces droits TV en fin de saison va permettre à chaque club de s'en sortir, même le club qui descend. C'est compris. Alors, Achille Fumena, on vous est très introduit du côté du Canon Phi. Alors, on sait qu'il y a eu quand même mésentente, n'est-ce pas, entre les présidents et le comité d'organisation, je l'ai souligné tantôt, mais samedi, lorsqu'on a quand même vu le redémarrage, ça veut dire que les présidents et le comité d'organisation regardent maintenant dans la même direction. Je ne suis pas introduit dans Canon Phi. Je suis de près l'actualité du football féminin depuis au moins 10 ans. Donc, parler de Canon Phi réduirait un peu, à mon avis, le déploiement que je fais sur le terrain en ce qui concerne le football féminin. Donc, maintenant, la reprise, c'est un échec. Un échec, contrairement à ce qu'ont dit Christophe Tabi et Hugo Boussoquin. C'est un échec. Pourquoi? Parce que sur le principe, vous dites quand même embrayage de situation, ça veut dire qu'il y avait problème. Pour la reprise, on devait sûrement reprendre avec la 7e journée, le 6 mars dernier. C'est un championnat à 12 clubs. 5 excepté Canon Phi qui au départ devrait commencer du côté de Marois, et la rencontre avait été décalée pour donner la possibilité à Canon de se déplacer. Ça veut dire que samedi, il y a 5 matchs qui étaient programmés, mais sur les 5 matchs, un seul s'est disputé. Forcément, parce que le partenaire n'a pas quelle que soit la difficulté, il a tenu absolument à ce que le super match dispute. Et jusqu'aux dernières heures, jusqu'au jour du match même, on n'était pas sûr de ce que cette rencontre allait se jouer. Il y avait un club qui était disposé à aller jouer. FC Bolova a fait du placement pour Douala. Je vous dis, mais jusqu'à quelques heures avant le match, on n'était pas sûr que Caïman devrait jouer. On a même pensé au forfait. Il se trouve tout simplement qu'il y a une crise, il y a une rupture de confiance, une crise de confiance entre les clubs et la Ligue de football féminin du Cameroun. Vous allez d'ailleurs le découvrir dans la prochaine parution de Sport à la Une hebdo. J'ai titré Reprise sous tension, Ligue de football féminin. Je trouve que depuis le 12, la compétition a été arrêtée parce que les présidents ont décidé. Maintenant, je voudrais, pas pour répondre à Hugo Boussoquin, mais pour clarifier que il faut qu'on tienne compte de l'environnement dans notre analyse. Nous situons à quel niveau? Promotion, amateur ou professionnel? On ne peut pas être professionnel, on est non plus amateur. Parce que quand vous regardez la qualité de l'organisation, parce que l'erreur que les gens font... Beaucoup vous diront que Guinée sérieux. Non, l'erreur que les gens font, c'est de vouloir évaluer le niveau d'évolution du football féminin avec les performances les plus indomptables, ce qui est une erreur. Ce qui est une erreur. Pour véritablement évaluer, jauger le niveau de développement du football féminin au Cameroun, il faut partir du championnat des compétitions locales. Il y a 5 ou 10 ans aujourd'hui, nous étions presque au top. Je pense qu'à un moment,
à niveau de structuration, on dépassait même le Nigeria. Mais depuis 2011, depuis 2014, au lieu de progresser, on a régressé. Un championnat qui commence et s'arrête à la 3e journée. La saison d'après, on fait des appels d'offres pour que les clubs viennent s'inscrire en première division. On décide de suspendre 8 clubs comme ça. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Tous ces désordres pour dire qu'on est encore, à mon avis, au niveau de la promotion. Et c'est pour cette raison que la fédération continue d'accompagner ces clubs. Alors, quand on parle de subvention ici, il s'agit d'un accompagnement logistique. C'est 5 millions pour les clubs du centre, du sud et du littoral. Ces 5 millions, c'est parce que les clubs doivent aller, comme on est venu à un format de championnat national, où un club doit partir du centre pour aller jouer à l'extrême nord. On donne donc des facilités pour pouvoir payer les trains. Mais sauf que il suffit d'aller une fois à Marois, quand vous revenez, si vous êtes vraiment sérieux, ces 5 millions, il ne vous reste plus grand chose. Et surtout que il y a eu entre-temps une augmentation du nombre d'équipes du Grand Nord. Au début, c'était une seule, mais maintenant, elles sont 3. Ça veut dire que chaque club doit faire 3 déplacements au moins. Et c'est là le problème. Mais maintenant, au-delà de ça, quand vous avez fait une promesse, vous devez la tenir. Alors, il se trouve donc que la saison écoulée, c'est-à-dire saison 2019-2020, la Fédération camerounaise de football n'a pas payé intégralement la subvention dû à cette saison. Il restait un dernier chèque, 1 250 000. Il se trouve que on a demandé au club, on a même menacé les clubs de jouer avec Guinness, alors que les présidents de football féminin ne maîtrisent aucun élément des contours. La signature du partenariat. Vous avez vu, moi j'étais à Douala, pour que les présidents de club aient accès au stade. C'était autre chose. Moi, j'ai vu des présidents de clubs locaux entrer, on disait qu'ils ne devaient pas entrer. J'ai vu la présidente de la Ligue, Mme Céline Eko, sortir pour venir négocier pour qu'on laisse les présidents entrer. Moi, j'étais à Douala. Donc, il y a ça. Maintenant, il y a que, si vous observez, je sais que vous le faites, le football féminin depuis au moins 3 ans. Est-ce que la 2e division se joue? La 2e division ne se joue pas. On joue tout le temps, après on dit personne ne monte, personne ne descend. C'est quel genre de compétition? Alors, par solidarité, les présidents ont émis un certain nombre de doléances pour dire que pour reprendre la compétition à la 7e journée, voici les choses que vous devez avoir réglées. Alors qu'on attend que les solutions soient trouvées, la Ligue brandit une programmation la 7e journée que le championnat reprenne le 6 mars. Le président du club demande que, mais c'est quoi cette affaire? Ils ont donc écrit au président de la Fédération camerounaise de football. Et moi, je vais louer l'humilité, je dis bien humilité, de Seydou Bombo Njoya, qui a su désamorcer la bombe pour que tout au moins les rencontres se jouent. Il a fait que les présidents de club puissent avoir, pas des liquides, mais des chèques. Le chèque, c'est-à-dire le 4e chèque de la saison écoulée, 1 250 000. Depuis jeudi, les chèques ont été remis au club. Maintenant, il a promis, et avant de faire la promesse, il a demandé l'indulgence des présidents de club sur les contours du partenaire Guinness, en leur disant qu'ils ne recevront que les équipements et les 25 000 qu'on envoie par mois à 25 jours. Encore que dans certaines équipes, au lieu de 25, on envoie à 11. Et aux dernières nouvelles, il n'y avait que 3 équipes sur les 12 qui avaient déjà reçu, soit ce sont les salaires, Guinness appelle ça per diem, 25 000 fois 2, l'équivalent de 2 mois. Parce que Guinness doit payer 25 000 sur une durée de 10 mois. Maintenant, il y a eu ces débuts de solutions qui ont été trouvés et on a promis de payer la moitié de la subvention de la saison 2020-2021 depuis hier. J'espère que c'est le cas. Parce qu'il y avait une confusion. On a laissé, parce que avant le début, on avait donné 5 millions au président, c'était les fonds Covid. Et il y a eu une communication comme quoi c'était la subvention. Il y a eu le président de la FECAFOOT est revenu pour dire que, enfin du moins le président qui est maintenu par la FIFA, est revenu pour dire que non, c'était une incompréhension, que les clubs auront la subvention. Voilà comment on a pu désamorcer la bombe pour que tout au moins il y ait le match de samedi. Parce que le président avait demandé 30 jours de préparation après avoir reçu l'argent. Parce que beaucoup ont des joueurs dispersés, mais ils ont quand même réussi à obtenir, ils ont fait la concession de jouer une semaine après. Et c'est pour cette raison que la suite de cette 7e journée va se disputer samedi prochain, le 13. Voilà un peu
ce qui a entouré la reprise du championnat de football féminin. Alors, Christophe Tabé, un président qui crée son club, doit-il attendre la subvention pour vivre? Parce que c'est ça qui crée tous ces problèmes. Achille vient de vous décrire un peu l'atmosphère dans laquelle le football féminin se joue. Nous sommes dans une phase de promotion, et vous le savez. Si c'était une phase de football amateur ou professionnel, là, vous devez chercher beaucoup plus profond. Donc, il est question pour les organisateurs, les gestionnaires du football féminin, d'accompagner, ou alors du football en général, d'accompagner ces présidents de club. Ça devient comme une obligation. Non, c'est parce que c'est une catégorie qu'il faut apporter son soutien. Il est de bon ton que la fédération, avec ces femmes, vous savez que c'est la couche vulnérable, une couche vulnérable de toute société. Donc les femmes ne sont pas comme les hommes. C'est vrai qu'au niveau de la sélection nationale, il y a des prouesses ou des performances réalisées sur l'échiquier international. Mais au niveau national, le football n'est pas aussi ce qu'on voit au niveau de la sélection nationale. Il faut donc prendre toutes les opportunités ou alors toutes les correspondances pour permettre à ces clubs-là de pouvoir s'émouvoir aussi sur le plan national. Et il est de bon ton que celui qui a... C'est d'abord une question de passion, parce que les présidents de clubs sont des passionnés. Et vous savez que c'est difficile dans notre société, nous sommes des Bantous, qu'une femme se mette à jouer au foot. Il faut d'abord convaincre ces filles-là, vous savez que c'est pas facile. Et donc il est de bon ton que l'instance fêtière du football camerounais accompagne, mais ce n'est pas une obligation, on se bat parce que chaque club essaie, bon en malin, à trouver quelques ustensiles et quelques moyens par rapport à ces joueuses, les godasses, les maillots, les équipements, les ballons. Et là, la fédération, la Ligue, pour ne pas dire la Ligue décentralisée, a compris qu'il est de bon ton pour que ce football puisse évoluer, avoir des joueurs au niveau des sélections nationales, qu'on organise des compétitions. Donc ce n'est pas une obligation, mais c'est une condition essentielle, pourquoi pas principielle, pour que ce football féminin puisse vivre au Cameroun. Alors, Hugo, pour sortir, il faut noter que côté football féminin, avant, il n'y avait pas les infrastructures. Avant, les championnats n'étaient pas diffusés. Aujourd'hui, avec l'avènement des infrastructures, les matchs sont diffusés. Peut-être c'est cela qui a appelé... c'est ça qui a permis à Guinness de venir accompagner ce championnat. C'est ce que j'ai expliqué là tout à l'heure. C'est qu'un championnat, même si c'est en promotion, on peut tout faire pour avoir un diffuseur. Je vais prendre un peu les disciplines par exemple. Même la promotion ne veut pas dire que forcément on doit les clubs ne doivent pas recevoir une sorte de commission. Ça peut avoir plusieurs formes. Ça peut se faire sous forme de subvention. Mais je vous dis d'abord que la principale chose, lorsqu'on organise un tournoi, c'est d'avoir un diffuseur. Ça, c'est la première des choses. Même si c'est encore en phase de promotion. Je vais vous prendre des exemples par exemple. C'est quand même que le championnat féminin va entendre ici. Oui, je vais vous prendre des exemples par exemple. La boxe, sur le plan mondial, dans beaucoup de pays, la boxe, c'est en promotion. Mais dans certains pays, la boxe a un diffuseur. Le MMA qui fait rage depuis un moment, la discipline que Ganou pratique, c'est encore en phase de promotion. Mais je vous assure, cette discipline, ce qui fait vivre j'oublie toujours le nom de l'équivalent de la FIFA, c'est dirigé par un certain Dana White. C'est la télévision qui fait vivre cette discipline. C'est grâce à la télévision. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire bien ceci, qu'à la place de la subvention, on doit plutôt opter par le système du financement de la discipline, par le droit TV, et non par la subvention. C'est ce que je suis en train de dire. Quelle que soit la forme qu'elle soit en promotion, qu'elle soit en développement, c'est le droit TV. Lorsqu'on organise un tournoi, il faut toujours avoir un droit TV. C'est très important, parce que même le simple petit tournoi, la Danone Cup, qui se joue chaque année en Italie, qui était le tournoi de minime le plus connu du monde, a un diffuseur. Et certaines autres chaînes viennent acheter ça. Et c'est la somme de tout ça, c'est la synergie audiovisuelle qui suscite le succès de ce tournoi. Même les championnats de handball en France sont encore en phase de promotion. Mais, si, non, puisqu'on les appelle plus, parfois, quand il y a qu'un championnat,
Quand on dit qu'un championnat, justement, quand on dit qu'un championnat est semi-pro, c'est pas professionnel, c'est semi-pro. Quand on dit semi-pro, ça veut dire qu'il y a un zeste de promotion là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains clubs, on admet une moitié de clubs. Un nombre, il y a un quota de clubs qu'on admet avoir de ce statut amateur. Il y a un certain nombre de clubs qui ont le statut de semi-pro. Et parmi ces joueurs, entre le niveau de la promotion et le niveau amateur, il y a un écart. Hein. Bien sûr, je suis d'accord. Le niveau amateur, je suis d'accord. Je suis d'accord. Professionnel. Donc le zeste de promotion là, c'est difficile à comprendre, Hugo. Non, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du MMA. Merci de faire comprendre que c'est la Ligue de football féminin du Cameroun et l'Africa Foot qui ne joue pas leur rôle. Parce que c'est pas au club d'aller chercher les diffuseurs. Donc, non, ça c'est clair. Voilà, attention, c'est pas ce que c'est clair que c'est l'organisateur. Mais seulement aussi, seulement aussi, je voudrais observer ici, faire observer ici quand même que Hugo, si on vous donne 5 millions et on vous dit allez jouer le championnat de première division. Non, c'est pas, je suis d'accord. Vous n'allez pas jouer, vous n'allez pas jouer. Non, je le conteste même pas ça. Ce n'est pas ça mon. Vous n'allez pas jouer 5 joueurs. Parce qu'il suffit seulement que vous ayez recruté 10 joueuses à qui vous donnez un minimum de 100 000 francs de prime de signature. Non, moi, mon souci ne me passe au niveau. Donc, mon souci ne passe au niveau. C'est que même, contrairement à ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, attention, même un club a le droit de chercher son diffuseur pour ses matchs. Attention. Attention, puis c'est même, on a vu ailleurs, je prends par exemple le cas en Croatie. Il y a un diffuseur pour le championnat de Croatie, mais Hajduk Split a son diffuseur à lui. Le danger, c'est que vous allez prendre ce qui se passe en Croatie pour en faire une transposition au Cameroun. J'ai déjà dit, nous devons tenir compte de l'envie du contexte et du contexte. Et c'est quelque chose de c'est vrai qu'on va dire que maintenant, il y a des avancées en termes d'infrastructures sportives. Mais rentrons il y a une saison. Vous n'allez pas prendre un diffuseur pour aller vous faire un match qui se joue au centre technique avec le stade qui est comme il est là. Vous n'allez pas prendre un diffuseur pour aller vous faire un match. Attends, parce que c'est aussi une qualité du match. Vous n'allez pas prendre un diffuseur pour aller vous faire un match à ça où ça se joue sur du gravier ou à Bolova. Quand il a plu, tout le stade est inondé. Monsieur Foumela, vous tapez vos applications numériques. Vous dire quoi? Vous allez voir. En Croatie, on joue sur des water polo. Je suis en train de répondre. Oui. J'ai dit bien, tapez Flash Score, par exemple, où on va vous montrer des matchs au Brésil en 4e division qui sont diffusés. Et vous voyez la qualité de la surface du terrain. On joue comme sur le terrain de Gambafia. C'est exactement comme le terrain de Doja. Je ne crois pas. Si, puis c'est ce que nous faisons tous les jours. Parce que je suis consommateur d'un certain produit qui marche un peu fort. Permettez-moi. Quand on applique des applications, c'est ce que nous voyons tous les jours. Moi, je voudrais faire l'objet d'une diffusion. C'est ça qui rapporte de l'argent. Et non des subventions. Je voudrais observer une chose. Il y a l'environnement. Il y a aussi que, vous êtes d'accord avec moi, que le marché de la publicité, oui, ça c'est il est faible. Alors le diffuseur qui arrive, il vous donne l'argent, il gagne quoi en retour? Si pendant le match, non, si pendant un match, il ne peut même pas avoir Papillon Industrie qui peut venir lui donner 100 000, alors il gagne quoi? Il y a tous ces éléments, il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'on voudrait bien que ce soit l'idéal, mais je pense que c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Et tout commence maintenant. Parce que le club peut bien avoir un diffuseur. Mais si il participe à un championnat qui s'arrête après 3 journées, on attend 3 mois pour jouer la 4e journée, il va partir. Monsieur Aboué Fumela, je vous reprends par rapport à ça en disant que la RDC, il y a de cela 10 ans, la RDC était exactement comme ça. Je parle du plan footballistique. Le championnat, non, du football masculin d'abord. La RDC était au creux de la vague comme notre championnat. Ils avaient des diffuseurs. Je réponds, pendant que nous étions dans le top 12 des meilleurs championnats de classement Indiscaf, la RDC avait le classement que nous occupons actuellement, ça y est vers 9e. Ils avaient des diffuseurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'État du Cameroun. Pendant que nous on pleurait toujours que le diffuseur qui viendra, qu'est-ce qu'il va ce championnat ne pouvait pas attirer donc un diffuseur commercial. En ce moment, on prend un diffuseur qui fonctionne avec les capitaux publics. Oui. Ils ont donc imposé, ça y est que c'est une loi qui est passée, le gouvernement a imposé à la RNTC
qui est l'équivalent de la CATV en RDC, ils ont imposé à la RNTC de prendre les droits de télévision dans ce championnat afin de réveiller son... Il s'agit du chauvinisme national. C'est une question d'orgueil national. C'est-à-dire que vous prenez la diffusion, vous payez les droits télé afin de relancer. Je peux vous donner 4 exemples comme ça. Il y a au Nigeria, il y a en RDC, il y a en Argentine. Parce que même l'Argentine a eu ce problème. Donc vous voulez que l'État du Cameroun... Oui, demande à la CATV de payer les droits télé, de donner 3 milliards par an à l'organisateur. C'est comme ça que ça peut se faire. Alors que vos amis qui organisent le championnat passent le clair leur temps à défier cet État. C'est ceux qui vous interpellent, vos amis, qui sont aussi vos amis et que vous régnez actuellement. Ils font de leur mieux. C'est pas parce que ils sont mes amis et ils sont aussi vos amis que vous régnez. C'est pas parce que ils ont une certaine image qu'on doit pas les donner de droits de division. Regardons la structure. Ne parlons pas des individus. Non, parce que quand on regarde, tant qu'on va parler tout, tant qu'on va mettre des problèmes de principe, parce que c'est ça qui la posture qui vient de prendre, la démarcation qui vient de prendre tout à l'heure, c'est ça qui détruit le jugement de football. Parce que depuis là, quand on parle, depuis que je parle, je sais de parler des problèmes de principe. À qui la faute? Maintenant, nous parlons des problèmes de principe. Ils renvoient au problème d'individus. Non, c'est pas un problème. Avec ce genre de posture, le football camerounais ne va jamais grandir. On vous a compris. Avec ce genre de posture. C'est un peu ça. Monsieur, la RDC actuellement est 4e. Le championnat RDC est 4e. Parce qu'on n'a pas pensé comme vous. Parce qu'on n'a pas pensé comme vous. C'est ce que vous dites. Ça, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Et à aucun moment, on a personnalisé le débat ici. Si, vous avez parlé de mes amis. On parle de l'organisateur. Vous avez parlé de mes amis. On parle de l'organisateur qui a la responsabilité de la situation du football. Ouvrons la première salle de 90 minutes qu'on se joue avec le championnat Eliwan, nous le disons tantôt, qui a redémarré avec des très belles rencontres. Il y a eu justement cette rencontre au stade Omisport de Yaoundé avec cette victoire du Canon Sportif Yaoundé 1-0 face aux Astres. Alors, à Chifoumena, on a vu le Canon Tambour battant, on a vu la conférence de presse d'avant-match et on a vu cette victoire du Canon, mais le Canon qui a quand même peiné dans cette rencontre et au finish quand même s'est imposé 1-0. Non, je pense pas que c'était été tambour battant. Canon, comme de manière générale, toutes les équipes que j'ai vues pour cette reprise, c'était un peu tiré par les cheveux. Et ça peut se comprendre parce que les enfants sortent d'une longue période d'inactivité, ils sont entraînés à un moment, on a ralenti le rythme et ça fait que quand on revient, vous voyez que les seuls qui ont essayé de sortir du lot pour revenir uniquement à ce match Canon les As de Douala, c'est ceux qui ont participé au CHAN, notamment, je veux parler de Ngol Atiati côté Canon et Béo Bateau Valentin côté les As de Douala. Parce que si vous regardez un peu l'ensemble de la rencontre, c'était les meilleurs, c'est les seuls qui ont pu répondre physiquement du début jusqu'à la fin de la période. Ça s'explique maintenant. Canon a bien commencé le match, mais à la fin, moi j'ai plutôt vu une équipe de Canon sportif de Yaoundé acculée, oui, et qui a accusé le coup de la fatigue sur les 20 dernières minutes, et ça a permis à l'équipe des As de revenir. Malheureusement, Léon Boyomo qu'on a recruté pour marquer des buts là-bas a été dans un mauvais jour parce que il a eu au moins 2 fois la possibilité de pouvoir rétablir l'équilibre. Donc c'est un peu ça. Si vous revenez une semaine avant, vous avez vu le match entre Pida Beloudi et FC Yaoundé 2. C'était comme ça le match de Ligue 2 entre Renaissance de Ngoumou et AS Matelo. C'était un peu tiré par les cheveux et ça s'explique. Je pense que on ne peut véritablement pas faire des exigences à ces enfants avant la 4e journée. Il faut peut-être attendre à partir de la 4e journée qu'ils aient joué 1 ou 2, 3 matchs, qu'ils reprennent le bon rythme, que les automatismes se remettent en place et que maintenant ils se remettent dans la compétition. Parce qu'il y a aussi le côté psychologique. Moi je me dis, il y a que pour cette reprise, pour cette première journée, à certains moments, on se demandait encore est-ce que ça va se jouer. Quand à la fin même,
vous avez des entretiens avec les acteurs, vous disent que c'était bien, il fallait commencer, mais maintenant, ils espèrent qu'il y aura plus quelque chose qui viendra bloquer. Vous voyez un peu dans quelles conditions. Bon, moi, j'ai vu des bonnes choses de manière globale. J'ai, par exemple, vu, en ce qui concerne le championnat, j'espère que je ne vais pas trop vite en besogne, en ce qui concerne le championnat Elite 2, un enfant à renaissance, Lionel Ademengue, qui a fait un but et une passe décisive. Je pense que c'est des performances à saluer. J'ai vu Achou Kerido bien, parce que c'est lui qui sauve quand même PWD d'un ballon d'égalisation. J'ai vu l'équipe de Canon de Yaoundé avec un jeune qui est rentré à la 17e minute, le jeune Aloïse Meyomos, il a à peine 18 ans, il vient d'un championnat régional, il est arrivé et pour les 13 minutes qu'il a joué, on a vu qu'il était dans le bain. De manière globale, c'est moyen, c'est moyen. Et il y a également que la Covid-19 s'est invitée parce que il y a 2 matchs qui n'ont pas pu se jouer. Le match entre Colombe Djel et New Star. Et il y a également le match entre Lyon Sport d'Académie de Bamenda et l'équipe de mon ami Hugo, vous le voyez, en train de sourire. Donc, en fait, c'était un tout petit peu tiré par les cheveux. Et progressivement, je pense que la machine va prendre le bon régime. Alors, Hugo, une équipe quand même qui a fait sensation, c'est Bambuto de Mbouda qui a donné une raclée à Avion du Camp, 3-0 sur la technique pour nous montrer, n'est-ce pas, les images de cette rencontre. Une équipe d'Avion décimée par la Covid. Oui, on parle de 4 joueurs qui ont eu la Covid de ce côté. Bon, et en plus aussi cette équipe d'Avion aussi n'a pas commencé aussi, n'a pas fait la reprise aussi tout. Ça, il faut aussi le préciser. Parce qu'il y a plusieurs équipes là qui ont pas. Oui. Parce qu'il faut aussi voir. Et quand Achille faisait allusion justement, ces matchs qui sont un peu tirés par les joueurs, c'est parce qu'il veut faire un peu allusion à la forme athlétique de ces équipes. Parce que justement, tous les 4 matchs que nous avons eu à suivre seulement, justement, on a constaté que sur le plan athlétique, c'est bas. Vraiment, c'est pas ça. Pourquoi? Il y a une explication. Au-delà de ce qu'il a dit par rapport à la reprise, parce que nous sommes quasiment à 12 mois sans jeu. C'est énorme. Mais ce qu'on doit aussi savoir, c'est que lorsque les équipes commencent leur préparation physique en septembre, là, en principe, le pic, parce que généralement, c'est entre 6 semaines et 8 semaines la préparation physique. Je parle comme ça. Tabi et Achille Foumbana sont des anciens footballeurs. Ils savent bien qu'à partir de la 6e semaine, on atteint le pic. C'est à ce moment-là que, oui, on entre déjà à la phase de compétition. À ce moment-là, on doit avoir. Et pour ceux qui ont bien suivi, en novembre, qui ont suivi la plupart de ces équipes, Coton, Bamboutos, Fortuna, APGS, je pense qu'il y a 6 équipes que j'avais répertoriées dans leur préparation. Que si le championnat avait commencé en décembre, je peux vous rassurer que ce qui vient de dire là tout à l'heure, c'est qu'Achille Foumbana vient de dire, il n'allait pas avoir la même impression. Au contraire, même, dès la première journée, on allait ressentir déjà quelque chose de fort sur le plan athlétique et même sur le plan technique. On allait ressentir de fort. Maintenant, quand il y a maintenant une perturbation, une interruption, un peu forcée à cause de... ça se casse. C'est difficile de calibrer maintenant. C'est difficile parce que moi j'ai pitié les préparateurs physiques des entraîneurs. C'est pour ça que depuis un mois, je joue un peu les avocats défenseurs des entraîneurs. Parce que ces garçons travaillent dans des conditions, on n'arrive pas souvent à comprendre les conditions de travail. Lorsque vous faites un travail en sachant que si le championnat commence à telle date, en 2 mois, après 8 journées, physiquement, vous allez bouffer vos adversaires parce que vous avez réussi votre protocole de préparation physique. Maintenant, il y a une interruption. Le championnat ne se joue pas. Maintenant, il y a une interruption qu'on avait su. Ça ne se joue pas encore. Maintenant, quand ça reprend, je vous assure, Fortuna, par exemple, je prends le cas de Fortuna parce que j'ai bien suivi la préparation physique de Fortuna. En principe, justement, tel que vous avons vu l'autre jour, vous avez vu Fortuna l'autre jour, malgré la victoire, Fortuna n'a pas produit le jeu qu'on connaissait justement durant le tournoi de solidarité. Pourquoi? Parce que quand j'ai causé avec celui qui s'occupe de la préparation physique, M. Didier Ban, et justement, il m'avait dit qu'à partir du mois de mars, il y allait avoir un décrochage. C'est souvent, et c'est prévu. C'est prévu parce que, en principe, si le championnat s'était joué en novembre, décembre, actuellement, on serait peut-être à la 10e journée. Tu vois, peut-être la pause. Et c'était une phase qui était prévue pour la pause, pour régénérer et relancer un truc pour la reprise à la phase retour. Donc, c'est pour cela que vous avez vu, c'est comme nous avons vu l'autre jour.
Parce que quand j'ai vu le match contre Eding, j'ai tenu à observer 4 joueurs. C'est ces 4 joueurs que j'ai su que qu'il y a une baisse de régime sur le plan technique. Ces 4 joueurs, c'est qui? C'est Etungu, défenseur central, Elan, Beidji et Romaric. Mais seulement parce que malheureusement, Akon n'était pas le passé. C'était lui aussi mon paramètre, c'était aussi lui aussi mon baromètre, mon instrument pour mesurer ça. Parce que s'il était là, j'allais bien mesurer ça. Mais quand j'ai regardé ces gars, j'ai constaté que au niveau de la vitesse de course, ce n'était plus la même vitesse qu'ils m'ont produit pendant les matchs de préparation. C'était plus la même chose. Idem pour Renaissance, j'ai aussi vérifié ça chez Renaissance avec la performance de certains jeux, comme par exemple Etunji. On l'appelle généralement Alcantara, on l'appelle, c'est le nom qu'on lui donne. J'ai aussi mesuré ça chez lui. Et c'est là que j'ai compris que, oh là là, le fait de souvent faire des reports des championnats, oui. Je vous assure, ça casse le régime des joueurs. Les gens ne savent pas que, parce qu'on accuse trop les entraîneurs, mais les gens ne savent pas que vraiment, ceux qui programment, enfin, les batailles que nous avons là, les gens ne se rendent pas souvent compte à quel point ça détruit souvent le travail technique. Alors, ce message de Magnicien Kebeng, bonsoir plateau, c'est un championnat je ne sais pas ce qu'il veut dire là, qui ne va même pas arriver à la 7e journée, et il se pose la question de savoir pourquoi la rencontre en Cuyon Sport Academy était cassée ce jour. Il ne sait pas jouer. Oui, je crois que c'est un problème de respect du protocole de prévention à la Covid-19. Il y a un manuel de prise qui a été élaboré par la CAF et maintenant transmis aux fédérations, donc aux associations membres, quoi. Le problème, c'est que les informations que j'ai eues le jour du match, même c'était que les 2 équipes sont présentées sur le terrain, Young Sport Academy avait les résultats, parce que tous les clubs sont tenus de faire les résultats. Dit que vous présentez les tests datant de moins 48 heures. Mais maintenant, Tonnerre, qui d'après comment je veux dire, investigation, est parti de Yaoundé un peu tardivement, est arrivé à Bamenda et n'a pas eu la possibilité de pouvoir faire les tests. C'est-à-dire que sans test, le match ne pouvait pas se jouer. Et je crois que c'est pour cette raison que la fédération a décidé de reprogrammer ce match. J'espère bien qu'il se joue aujourd'hui, parce que il y a quand même, voilà, parce que il y avait, ça se jouera, ça ne se jouera pas. Donc voilà le cas de Tonnerre. Il faut peut-être aussi ajouter que c'est un tout petit peu aussi le même cas sur le match qui ne s'est pas joué entre la Colombe et les As. Je me suis rapproché du président de New Star, du président de New Star, et c'est vrai qu'il dit que la programmation n'a pas respecté l'équité sportive. C'est-à-dire qu'au départ, le match est programmé pour se disputer dimanche, et maintenant, on l'a ramené à samedi. Et il explique qu'ils avaient pris rendez-vous samedi matin au Camp Berthaud pour justement les tests Covid, sachant qu'ils joueraient dimanche. Donc vous voyez, voilà un peu tous ces chamboulements-là. Je crois qu'il faudrait peut-être que la Fédération camerounaise de football s'asseye et qu'elle mûrisse quand même, qu'elle porte une réflexion mûre sur cette affaire cet aspect de Covid-19, et qu'elle oblige les clubs à un certain protocole. À s'aligner. Oui, à s'aligner, parce que ce sera difficile, puisque tel que ça commence comme ça, si on se montre flexible, il y a des matchs, vous savez, c'est les footballeurs, hein? Moi j'ai essayé de jouer un peu à un moment, quand je sens que je vais perdre le match, si j'ai la possibilité de tricher pour que le match ne se joue pas, je ne vais pas éviter de le faire. Donc les gens peuvent faire ça, peuvent le développer. Vous avez vu ce qui s'est passé avec entre le Gabon et la Gambie. Donc il y a des choses comme ça. Donc il faudrait que la Fédération camerounaise de football y veille, parce que si elle montre un peu de flexibilité, certains clubs de mauvaise foi vont user de ça pour tricher. Alors, Christophe Tabuy, cette rencontre entre Eding et Fortuna, 2-0, il y a quand même cette recrue qui nous vient de la Turquie, qui, au sortir de cette rencontre, a donné un mauvais goût amer, n'est-ce pas, à son coach, qui n'a pas, lorsqu'on suit quand même son interview, il n'a pas été satisfait de sa sortie. Il ne peut même pas être satisfait pour le moment. Mais pourtant, il dit qu'il s'est quand même débrouillé. Oui, mais c'est une première journée. On ne peut pas juger un joueur en un seul match. Il y a encore des rencontres qui doivent se jouer. Donc, il a pris le temps. Il découvre d'abord le Cameroun, l'environnement camerounais.
à lui de prendre rapidement le pôle pour pouvoir sortir de cette impasse-là. Mais il faut dire simplement que lors de cette rencontre, il y avait une équipe qui était mieux huilée, qui est AS Fortuna. Vous savez que c'est une équipe composée de jeunes joueurs, même si ce n'est pas encore ça, mais des joueurs qui se connaissent bien. Et Digne a refait presque toute son équipe. Vous savez, les joueurs sont partis. Et le coach est venu avec envie de donner une nouvelle dynamique dans cette équipe. Donc, ça va prendre du temps. Donc, la rencontre s'est jouée, Digne a perdu, mais ce n'est pas une question d'un jour. C'est vrai que c'est une nouvelle figure, un nouveau visage dans cette équipe de Digne, parce que Digne, que ce soit chez les filles, que ce soit chez les hommes, veut marquer l'histoire. Et aller puiser du côté du Brésil. Du Brésil, de la Turquie. Est-ce qu'il va s'en sortir? C'est la grosse interrogation. Mais en un seul match, on ne peut pas le juger ici. On attend la 3e, la 4e et pourquoi pas la 5e journée pour voir quelles sont les capacités, quelles sont les aptitudes de ce joueur turc qui a décidé de venir évoluer dans un championnat, disons, amateur, pas professionnel au Cameroun, qui est une autre champion de Ligue 1. Espérons qu'il va pouvoir se donner à fond et permettre aux nombreux supporters et sympathisants du Digne Sport de la Ligue à vivre une saison bien heureuse que ce match vécu dimanche dernier. Oui, je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, hein, mais je crois qu'il y a quand même eu une certaine sorte de surenchère autour de la venue de notre cher ami Aydin. Et les gens sont encore subjugués par le fait de voir un footballeur de peau blanche venir participer à notre championnat. Et on a l'impression qu'on se fait une idée qu'il est au-dessus de tout. Moi, j'ai vu quelqu'un, excusez-moi, c'est vrai, c'est peut-être, Tabi va peut-être parler d'adaptation, mais il a fait un mauvais match, c'est une mauvaise entame. Et moi j'ai demandé, moi je n'ai même pas compris pourquoi on l'a gardé sur le terrain jusqu'à la fin du match, parce que au-delà de ce qu'il fallait trouver les repères, mais quand vous êtes footballeur, ça dit que il n'a pas appris à jouer à ce poste ce jour. Il y a certaines choses. Il s'est loupé au moins 4 fois sur des ballons. Le deuxième but, il est carrément coupable à 100%. Donc, vous ne pouvez pas faire une faute aujourd'hui. Vous faites une faute maintenant, vous refaites la même faute 5 minutes. On pardonne encore la 3e, la 4e fois. Même en termes de placement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je crois qu'il est certainement, s'il est arrivé avec dans l'idée que le championnat camerounais était facile, il a compris que c'est difficile. Je pense que le préparateur psychologique va quand même l'amener à des postes. Alors que je donne l'ensemble des résultats de cette première journée. Panthère UMS 2-0, Fétieux Union 2-1, Fauveau de Baham Stade Renard 2-1, Edine s'impose face à Fortuna s'impose face à Edine 2-0, Bambouto Savion 3-0 et le Canon s'impose 1-0 face aux Astres. Alors du côté de la Ligue 2, cette rencontre qui a tiré beaucoup de furie du ballon, cette rencontre entre Stade Renard, non, entre Fauve-Azur et Stade Bertois, malheureusement Fauve-Azur a été mauvais voyageur, ils ont perdu ce côté. Voilà, c'est aussi une surcommunication autour de cette équipe de Fauve-Azur. Ça, moi je le dis, il faut que nous soyons logiques. Il y a quand même un très fort ramadan médiatique autour. À un moment, faites attention. Nous avons des footballeurs qui sont un tout petit peu, c'est-à-dire qui n'ont pas véritablement ancré les habitudes de haut niveau. Parfois, cette communication-là peut être un handicap pour eux. Vous avez vu le cas avec Oftar la saison dernière. Je crois que cette trop forte mobilisation, cette trop forte communication autour de cette équipe aurait pu créer un blocage pour les joueurs. Donc il faut faire très attention. Fauve-Azur, on en a trop parlé et ça fait que quand on arrive, à un moment, on court le risque de surestimer l'équipe. C'est-à-dire que d'attendre d'elle à 150% alors qu'elle ne peut donner que 70%. Donc il y a ça aussi. Ça fait que quand Fauve-Azur est battu, encore que Fauve-Azur était en déplacement, donc quand Fauve-Azur est battu, on se dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, à un moment, on a un peu trop communiqué autour de cette équipe. Quand ça repasse, c'est ce ballon qui circule. Ça veut dire que le football est vraiment terrible. Ce ballon est en train de redescendre tout doucement vers les buts vers les buts de Fauve-Azur. Et Fauve-Azur qui s'en sort avec une victoire de 2 tirs cadrés, 2 buts
2 occasions de but, 2 buts, sans se créer même. Qu'est-ce que c'est? Ça les bétons, sans se créer même des occasions. Pour vous dire que c'est parfois le football est comme ça. Parfois vous jouez, vous produisez, vous échinez, mais rien ne donne. Il y a les jours sans, c'est un jour sans. Je ne mets pas ça sur le coup de la communication. Non, c'est un combattu communiquer. Allez au Kinshasa, suivez un peu le championnat congolais que j'aime bien. Vous allez vous rendre compte que nous ne faisons rien ici. Les clubs ne communiquent même pas ici. Vous allez vous rendre compte. FC Shark, Taïnko Boutema Pembe, tous ces clubs communiquent excessivement. Je dis bien excessivement. Il y a même certains qui dépassent même le tout-puissant. C'est-à-dire que la communication me fait partie même parfois du jeu. Au point où parfois ça inverse même la tendance du match. Ça peut influencer. Donc, pour ce cas, un club qui ne communique pas est maintenant à mourir dans un environnement véritablement professionnel. Bon, c'est vrai que parfois c'est pas toujours ça qui influence tout le temps, mais quand même il faut le faire. Donc, je disais donc que Faux Vasu a commencé par un faux pas. On espère bien que le coach Soba saura colmater les brèches afin de rattraper cela, parce que ce retard, si ses adversaires directs ne perdent pas ce stade, alors là je peux vous rassurer qu'il est mal barré. Donc sur le plan comptable, il sera donc obligé de battre son prochain adversaire direct qui est, je crois, FAP. Alors on va dire que Fauve doit vraiment se saisir parce que les points seront très importants. Alors, résultat complet de cette poule, Ngaoundéré s'impose face à FAP 1-0. Racing s'impose face à Dynamo 1-0. Stade de Bertois, Fauve 2-1. Fontua Street et Ofta, score de parité 1 but partout. Il faut noter que c'est dans cette poule que évoluera justement l'Aigle Royal de la Menoie qui était exempt. Et l'Aigle qui jouera, n'est-ce pas, sa prochaine rencontre le week-end prochain, certainement face à Ofta de Kribi. Alors, on va passer, n'est-ce pas, à un autre plat de résistance de ce jour qui est consacré justement aux entraîneurs des Lions indomptables. 10 ans après, 7 entraîneurs ont permis aux contribuables de dépenser la somme de presque 1,2 milliard. Aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir si ce n'est pas un business qui est engagé, n'est-ce pas, entre ces entraîneurs et certaines personnes bien introduites, n'est-ce pas, par rapport à ces transferts. Alors, à Chifimona, il y a eu cette analyse, n'est-ce pas, de Yannick Henné qui a été fait dans le journal Éco-Matin. Yannick a fait toute une enquête dessus et après lecture, on constate que 10 ans après, le contribuable camerounais a dépensé près d'1,2 milliard. C'est vrai que je n'ai pas lu la sortie de Yannick, qui est d'ailleurs un confrère avec qui je suis très proche. Mais bon, je crois qu'il est un peu, comment je vais dire, il est un peu, le terme, non pas dur, il est souple là. Il a même essayé d'édulcorer les choses. Parce que si tu cela sur 10 années, je pense que c'est un euphémisme. Voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est un euphémisme. Parce qu'en réalité, les 1,2 milliard se situent entre 2015 et 2020. C'est en 5 ans. Entre 2015 et 2020, vous avez Volker Finke, vous avez Hugo Boss et Clarence Seedorf. Volker Finke, 700 millions. Hugo Boss, 114 millions. Clarence Seedorf, 207 millions. Ça fait le compte. Tu oublies même encore Harry Anne. Non, Harry Anne, oui. non. Harry Anne, lui, il est plutôt parti avec l'argent du Cameroun. Ça veut dire que c'est lui qui devait payer l'argent au Cameroun. On est allé jusqu'au niveau de la FIFA. Bon, je ne sais pas si, parce que j'ai cherché, je n'ai pas réussi à trouver des éléments. Je ne sais pas si finalement il a payé cet argent. Harry Anne, c'est lui qui devait... Il a remporté aussi le même procès que Seedorf. Hein? Non, c'est si. Han, je dis bien... Non, Harry Anne était je comprends bien. Harry Han, lui, a été poursuivi par la Fédération camerounaise de football. Okay. Il a été établi que lui devait plutôt payer de l'argent à l'Africa Foot parce pour rupture abusive du contrat. Il est parti, bon, de manière triviale, il a fui avec notre argent. Voilà. Maintenant, sur les trois, et quand vous allez regarder l'opportunité du limogeage de ces entraîneurs, c'est là où le bas blesse. Comment vous réussissez à limoger Hugo Broos qui a 2 mois de la fin de son contrat? Il n'y a pas de Coupe du Monde après. Il n'y a pas de CAN après.
Comment vous faites pour limoger Seedorf à 4 mois de l'échéance de la clause résolutoire de son contrat, qui le maintenait en fait, pour parler de manière triviale, l'abdétruit avec le Cameroun sur 16 mois, ça veut dire 1 an, 4 mois. Il était dit que même si on limogeait Clarence Seedorf une semaine après la signature de son contrat, l'État du Cameroun devrait lui payer 16 mois. 16 mois de salaire. Pourquoi? Parce que lui, il avait mis cette clause pour qu'on ne le vire pas tout au moins avant 16 mois. Maintenant, Seedorf avait fait 11 mois. Il avait déjà perçu 12 mois de salaire. Ça veut dire qu'il était même en avance d'un mois. Maintenant, il restait 4 mois. Et je ne sais pas pourquoi on n'a pas pu attendre. Si tant était... Parce que personnellement, moi, je ne vois même pas sur la base de quoi on a limogé Clarence Seedorf. C'est vrai qu'on est sorti de la CAN 2019 en 8e de finale. Peut-être parce que il n'a pas... Peut-être parce qu'il ne résidait pas au Cameroun, mais sauf que depuis qu'on connaît les entraîneurs, Hugo est là, quel entraîneur camerounais qui... Le dernier à avoir résidé au Cameroun, c'est qui? Donc, il y a ça, plein de chance, c'était les années 2000, ça fait 20 ans aujourd'hui. Donc, il y a ça. Clarence Seedorf part en septembre, je crois que c'est septembre. Et maintenant, en août, on aurait pu garder Seedorf jusqu'en décembre et éviter de lui payer les 207 millions de francs CFA. Parce que le fait que Seedorf ne soit pas allé plus loin que les 8e de finale à la CAN 2017 est un motif de licenciement. Et il part. Parce qu'il faut dire que Seedorf a demandé près d'1 milliard, plus d'1 milliard même. Mais malheureusement, il a été retenu que le Cameroun ne lui devait que les 4 mois qui restaient de la clause résolutoire. Quand vous prenez les 4 mois qui séparaient le moment du licenciement de Clarence Seedorf de l'échéance de la clause résolutoire, nous n'avions que 3 matchs à jouer. Et première, deuxième et troisième journée des éliminatoires à la CAN 2020. Le Cameroun est déjà qualifié pour cette compétition en tant que pays organisateur. Ça veut dire que le challenge n'était plus celui de gagner. Mais on aurait pu peut-être, à mon avis, laisser Clarence Seedorf continuer dans une logique de construction de cette sélection nationale, même si, comme il a refusé d'ouvrir la porte des vestiaires au ministre, au président de la FECAFOOT et à Samuel Eto'o, on a décidé de le limoger. On aurait quand même pu éviter de faire payer à l'État du Cameroun 207 millions, parce que ce n'est pas la FECAFOOT qui va payer cet argent. Encore que la FECAFOOT ici est un acteur secondaire. Le véritable acteur de ces licenciements, c'est le ministre de l'Espoir et de l'Éducation physique il a dit qu'il avait instruit au président de la FECAFOOT de se séparer de Clarence Seedorf. Il a évoqué la clause résolutoire à la CRTV, à la télé, devant tout le monde. Mais les Camerounais n'ont pas su qu'après ça, après son bon discours, l'État du Cameroun allait s'y saigner à hauteur de 207 millions. C'est révoltant. 207 millions, ça construit combien d'écoles, combien de salles de classe? Moi, j'ai mes neveux dans mon village qui se situe à 70 km d'ici, qu'il faut encore 8 km à pied pour aller à l'école. Mais un ministre est... Parce que le président de la FECAFOOT, ici, moi, je ne le mets pas de côté. Sa responsabilité ne peut pas être exonérée. S'il a pu refuser d'aller participer aux séances du groupe de travail mis sur pied par le MINSEP dans la mouvance de l'affaire LFC FECAFOOT, il aurait aussi quand même pu refuser de signer le communiqué, l'acte qui licencie Seedorf, en faisant remarquer au ministre que, monsieur le ministre, cette affaire va nous coûter 207 millions de francs. Mais il l'a fait. Mais les gens peuvent prendre sur eux la liberté de prendre des décisions avec des rigides comme ça, parce qu'ils savent que les conséquences, ce n'est pas eux qui vont assumer. Parce que si cet argent devait sortir de leur poche, ils ne l'auraient pas fait. Mais l'État du Cameroun, c'est la vache à lait qui doit se saigner comme ça là chaque saison. Alors, Christophe Tabi, Achifou maintenant essayé d'énumérer un peu les différentes dépenses. Il a pris le cas des 3 derniers entraîneurs, ce qui permet à beaucoup de Camerounais aujourd'hui de se poser des questions. Énormément de questions, les Camerounais doivent se poser des questions parce qu'on ne comprend pas pourquoi à chaque moment, alors qu'on a un sélectionneur, vous l'aviez recruté, vous avez senti qu'il avait la compétence et les capacités à pouvoir diriger la sélection nationale, la sélection famille. Mais à la fin, vous ne lui donnez pas l'opportunité de terminer son contrat. Cahier des charges non respecté. Jamais respecté. Nous-mêmes, nous sommes fautifs de nos
de nos propres actes. On dit qui va aller loin ménage sa monture. Donc aujourd'hui, on ne peut que payer alors que le ministre nous a rassurés. Je le rappelle, ça a été mon enseignant. C'est un enseignant de droit dont on maîtrise mieux les questions juridiques, mais on ne comprend pas comment il a pu échouer dans ce domaine-là. Vous aviez le contrat, il y a des clauses contractuelles qui sont plausibles au lieu de parties engagées dans un contrat, mais on se pose la question, comment il a pu se faire anarquer, alors tromper. Et on comprend pourquoi que c'est un Camerounais, parce que c'est un business qui se passe dans les couloirs très obscurs du ministère des Sports et pourquoi pas de la Fédération camerounaise de football, parce qu'il est quand même inadmissible de comprendre et de voir ce qui se passe à l'heure actuelle. Un contrat qui s'achève dans 4 mois, vous l'interrompez d'une manière abusive comme ça et vous faites en sorte que l'État du Cameroun sorte de ses caisses 207 millions de francs CFA. Moi, par exemple, je suis à 6 km de Yaoundé, je n'ai pas de route. Pour aller chez moi en Côte-Fou, il faut se débattre. C'est quand même... Non, le ministre de Travaux publics est en train d'écouter vos doléances. Non, ce n'est pas une question de ministre, mais c'est l'argent du contribuable, le Camerounais. Ça peut servir à beaucoup d'autres personnes. Il y a, à l'heure actuelle, aller dans les hôpitaux du Cameroun avec ces personnes qui ont le cancer. Vous savez ce qui se passe dans les hôpitaux camerounais à l'heure actuelle avec ces grèves. Vous savez ce qui se passe dans les prisons. Je pense qu'il y a quand même des conditions. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Comme le dit souvent dans les chômeurs, on le dit souvent dans les chômeurs, si on t'explique le Cameroun et tu dis que tu l'as compris, certainement tu n'as absolument rien compris. Cette situation de rupture abusive des contrats des entraîneurs des sélections nationales commence à prendre une ampleur qui n'est plus une ampleur exponentielle, qu'il faut finalement savoir qu'est-ce que nous voulons à la limite. Et la question, comme le disent les Camerounais, c'est de se poser, c'est de savoir qui fait quoi et qui veut quoi, qui veut même le bien du Cameroun. Ça reste la question essentielle. Malheureusement, on est là en train de pleurer encore aujourd'hui, c'est l'État du Cameroun qui va sortir. Surtout que si un stade en construction coûte près de 200 milliards de francs CFA, on comprend si un camion de sable, ce n'est plus 150 000, c'est déjà à 2 millions, ça se comprend un sac de ciment à 25 000 alors que c'est 5 000 francs. On vous dira que c'est le Cameroun. On va vous dire que c'est toujours le Cameroun. Rien n'est impossible au Cameroun. Allons-y seulement. Alors, Hugo Bosoquin, sur cette affaire des contrats abusifs des entraîneurs, beaucoup voient en cela un business. Au regard de tout ce qui se passe, il faut prendre le cas des 3 derniers coachs. Bon, Achidaya, il a bien détaillé les faits. Je ne sais pas ce qu'il faut encore ajouter après ce qu'il a dit en dehors, seulement de faire seulement certains petits constats, en disant simplement que ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que quelle que soit l'instance qui gère ce plan au moment précis, ce qui est bizarre, c'est que c'est le même procédé. Ça y est, quand c'est le ministre qui gère ça, quand c'est le ministère des Sports qui gère ce plan, c'est le même procédé. Quand c'est la FECAFOOT qui gère ça, c'est le même procédé. Alors, je me suis posé la question. La FECAFOOT avec Volker Finke. Oui, avec Volker Finke. Donc, je me suis souvent posé la question que, mais attends, est-ce que c'est systémique? On a mis ça dans les jeunes. Et quand la FECAFOOT a eu à faire ça avec Volker Finke, c'était à une période où le président de la FECAFOOT, à l'époque, était dans une situation de faiblesse. Et où le ministre qui était là à ce moment précis, qui était lui-même aussi habitué à faire ça à une période où parce que c'est ce ministre qui a presque inventé cette méthode. Et je constate que justement, quand Tom était dans une situation où il était sous tutelle, il était comme s'il était un secrétaire d'État au ministère des Sports. Donc il faisait exactement tout ce qu'il était obligé de faire, tout ce que ce ministre lui disait de faire, parce qu'il y avait une sentence qui était sur son dos, donc il était obligé de faire. Donc je constate que c'est le même procédé. Donc apparemment, c'est une histoire qui a été travaillée au niveau du ministère des Sports depuis des années. Quand le ministère des Sports centralisait encore la gestion de ce genre de tout, mais depuis qu'il y a co-gestion, qu'est-ce qui se passe? Celui qui occupe le poste utilise toujours une méthode
d'ignorer une méthode, il utilise une période de conflit avec le président, avec l'organe technique, afin de le faire solo. C'est ce qui s'est passé avec Moué Combi. Oui, pour faire son passage en force. C'est ce qui s'est passé avec Moué Combi. Il est frustré lors de la CAN en Égypte, parce qu'on ne lui permet pas de venir causer avec les joueurs, parce qu'il veut venir causer avec les joueurs pendant la mi-temps. Parce que vous savez ce qui est bizarre avec la mi-temps dans un match. La mi-temps n'appartient pas aux politiques. La période, la pause, là. La pause, c'est un moment technique. C'est 15 minutes. Les 5 premières minutes, il y a d'abord un silence dans le vestiaire. C'est un silence qui parle. C'est un moment de récupération. On vous laisse bien récupérer. À partir de la 6e minute, le coach utilise ça pour faire ses modifications. C'est-à-dire qu'il fait les observations de la première mi-temps, il fait les réglages. Et maintenant, à partir de la 11e minute, il est dans la phase de motivation. Parce qu'il a fait les réglages, il a fait les modifications. Maintenant, il n'y a pas une autre place là, dans les 15 minutes, pour venir faire un discours politique. Non. Honnêtement, parce que moi, vous savez, Achille Fumela peut peut-être vous dire, peut-être je ne sais pas comment ça passe à Canonfi, parce que moi, dans le tournoi, quand j'étais le team presse de tournoi, quand les dirigeants s'amenaient, je vous assure, le coach a pas fait. Il fermait la porte. Il missionne quelqu'un, il dit, personne. Maintenant, si il vous dit, personne n'a accepté. Stéphane Semengue, qui était le président, c'est tout. Et quand ils entraient, ils avaient interdiction de parler aux joueurs. Oh, c'est ce qui s'est passé le jour avec quand le ministre Moué Combi veut entrer. On a dit non. Et lui, il prend ça comme si c'était un affront. Et il revient ici. Sur cette base, il revient ici, il fait d'abord une déclaration dans une émission politique. Et il est dans une posture où il prend une décision unilatérale. Allez, hop, il a mis tout son, il a mis tout son levier et c'est terminé. Et maintenant, nous sommes dans une situation où nous sommes obligés de payer, où on oblige l'organe technique de payer. Donc c'est-à-dire que pour moi, je dis simplement que c'est une méthode un peu qu'on doit changer. On doit surtout respecter la convention qui existe entre l'État du Cameroun via le ministère des Sports et la fédération. Parce que dans cette convention, tout est clair. Chacun a ses prérogatives. J'ai appris qu'elle est caduque. Les termes elle n'a pas été renouvelée. Mais sauf qu'elle continue d'exister parce que justement, quand on procède au remplacement de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, pour mettre Tony Conceição, François Mambi, Yves Clément Arouga, Ndoumbe Bosso, chez les Aprim, le ministre évoque justement une clause, une disposition de cette convention MINSEP-FECAFOOT qui permet au ministère de tutelle de mettre des entraîneurs à la disposition des sélections nationales. Mais bon, moi je crois que, à mon avis, c'est des choses dépassées parce qu'il y a eu une révolution entre-temps. Ça m'amène à me poser la question de savoir à quoi sert la direction technique nationale dans ce pays. C'est vrai que moi, c'est à un moment, c'est une question d'orgueil et une question d'honneur. La direction technique nationale, je parle peut-être en profane, peut-être je vais me tromper, mais je pense que c'est l'instrument technique qui a la charge de définir la politique du football local. Ça veut dire que faire des recherches, faire des réflexions pour développer un style de jeu typique au Cameroun. Et maintenant, si vous dites que cette structure ne peut pas avoir un droit de regard sur la sélection nationale à Fagnon, qui est le terrain sur lequel on évalue le travail qui a été fait à partir de la base, c'est un problème. Parce qu'en réalité, la sélection à Fagnon n'est que le résultat, elle n'est que le produit de ce qui a été fait dès la base. Mais si vous dites que l'instance qui est là pour développer, attention, moi je n'ai rien compris et je pense que un directeur technique national sérieux qui veut bien faire son travail, quand il sait ce qu'on appelle l'honneur, on le nomme dans cette affaire, il ne vient pas. Sincèrement, ils n'ont pas. Parce que je crois également que c'est eux, les techniciens chevronnés, qui ont une certaine connaissance, qui ont une certaine expérience, qui dressent le profil du sélectionneur qu'on veut prendre par rapport à un objectif qu'on a fixé. Mais d'où vient-il qu'on nomme les entraîneurs et tout dit? On nomme les entraîneurs dans les réceptions là-bas. Ce sont les politiques qui s'en mêlent. Non. Et c'est ça tout le problème aujourd'hui. Je crois qu'on gagnerait à aller à l'école des autres et que les choses se passent
comme elle se passe normalement. Arrêtons un peu nos concepts stupides comme quoi le Cameroun c'est le Cameroun. Ça n'a aucun sens. En fait, c'est pour simplement dire que ce sont les lobbies qui contrôlent le football au Cameroun. Vous savez, on a l'habitude de dire au quartier que quelqu'un s'il a quelqu'un quelque part. C'est ce qui se passe avec ces nominations des entraîneurs. On ne regarde même pas, on dit on postule. Chacun envoie son CV. Malheureusement, on ne regarde jamais les CV. L'entraîneur vient même souvent alors qu'il n'a pas postulé. Parfois même on nomme ceux qui n'ont même pas de. Non, Christophe, mais est-ce qu'on envoie les CV? On crée des commissions qui vont auditionner les entraîneurs partout, ils se font des missions. C'est curieux quand même. Après, on vous sort quelqu'un qui n'était même pas dans ce qu'on appelle shortlist. C'est ces incongruités camerounaises-là qu'il faut naturellement mettre de côté. Parce que sinon, nous voulons évoluer avec ces choses qui continuent de s'aggraver au niveau des sections nationales. On est véritablement perdu. Achille le notait tout à l'heure avec cette direction technique. Malheureusement, la direction technique est sous la coupe de l'Africafoot. Donc, c'est l'Africafoot qui nomme le directeur technique national. Je le dis sincèrement, c'est normal, mais ça veut dire que c'est une nomination discrétionnaire du président de l'Africafoot. Et le président de l'Africafoot est au-dessus. Achille le dénonçait. Il dit... Je ne comprends pas pourquoi on lui retire le droit de regard sur la sélection nationale à Fagnon. C'est terrible. C'est le seul pays où... C'est l'unique pays où on a eu à voir ça. Ça fait mal de le savoir. Pourtant, la politique footballistique, c'est la direction technique. C'est la direction, le système de jeu, le style camerounais, ça devrait sortir. Jusqu'à l'entraîneur. Et donc même l'entraîneur, le profil adéquat pour une sélection nationale, parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait là où on veut aller et on sait quels sont les moyens de ce côté. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Cameroun. Chacun est ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Alors, il nous reste 7 minutes, le temps de parler, n'est-ce pas, de cette élection à la CAF où on a constaté plusieurs désistements après Maître Senghor, Jean-Jacques Anoma et le Mauritanien Ahmed Yaya. Il ne reste plus que le Sud-Africain Motusu. On ne sait véritablement si on pourrait appeler ça élection. Hugo Bossofer. 3 candidats qui désistent, il ne reste plus que le Sud-Africain. Bon, ça ne doit pas surprendre puisque le Sud-Africain semble être le profil recherché justement par Infantino apparemment. Et en plus, qui vote en Afrique. Non, même parce que c'est pas lui qui vote en Afrique, mais c'est Infantino qui doit quelques heures. Enfin, le problème c'est que je sais. Il a fait ce qu'il est en train de faire, c'est la colonisation. Non, je refuse de voir. Vous avez le temps de parler. Je refuse d'avoir cette posture Nous avons encore 7 minutes. de penser toujours de se mettre dans une posture toujours de l'éternel colonisé. Non. C'est pas comme ça que je vois ça. Moi, je vois en ça. Ça veut dire que, vous savez, les élections, il y a toujours une tendance. Et vous savez, la CAF, depuis 1989, depuis l'élection de Issa Hayatou en 1988, autant pour moi, si on ajoute avec le mandat de Hamad, nous sommes déjà à pratiquement 34 ans d'une gestion des francophones. Et nous connaissons la tendance un peu au niveau de la CAF, sur le plan géopolitique. Les Arabes sont minoritaires, le Maghreb, c'est difficile sur le plan démographique d'avoir... Oui, ça a un impact, c'est difficile d'avoir un président, ça sera difficile d'avoir un président maghrébin à la tête, sauf si peut-être il fait accepter son projet par la majorité. Maintenant, alors, les anglo-saxons, eux aussi, veulent aussi diriger. Alors, il y a cette tendance, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un mot de gestion amené par les francophones avec Issa Hayatou, avec ses 29 ans, plus Hamad. À un moment donné, les Maghrébins, les anglo-saxons, commencent déjà à dire que non, nous aussi c'est notre tour de pouvoir aussi changer le mode de management de notre football. Ça rote. Non, c'est pas que ça rote. C'est qu'il y a une envie, c'est une envie. La vie est cyclique. Vous voyez que les Maghrébins qui font alliance avec les anglo-saxons qui font alliance avec les Maghrébins décident de s'associer parce qu'il faut changer. Parce que moi qui suis francophone même, moi qui suis camerounais francophone, moi j'ai besoin de changer parce que avec mon TPK, j'ai regardé son programme. Je comprends que lui, il veut nous amener un peu vers une sorte de... Il veut reformer notre football africain. Non seulement il veut reformer, mais c'est ce qu'il propose qui m'intéresse. Ce qu'il propose, c'est qu'il veut une réforme du management de notre football
il veut se rapprocher du système anglais qui fait fureur. Ça veut dire que nos championnats, il veut ramener ça, une vingtaine de championnats d'abord, phare, à l'organisation du championnat anglais. Parce que vous savez, le championnat anglais produit 1000 milliards par an de droits télé d'abord. Est-ce que c'est ça qui crée dans non, j'en viens. Chacun va s'attendre jusque le temps de... Non, je ne peux pas vous laisser. C'est un temps de parole. Vous nous égarez. Non, je ne regarde pas, je ne regarde pas. Vous aurez le temps de rectifier tout à l'heure. Vous aurez le temps de rectifier. Pourquoi donc c'est désistement? C'est désistement, c'est parce que M. Motsepe a intéressé ses alliances. Il a noué bien ses alliances. Il a intéressé tout le monde. Et c'est ça en politique, en géopolitique, c'est tout. Parce que nous sommes en géopolitique, géostratégie. Ça dit que, bien sûr, ça dit que quand il vient voir Senghor, il vient voir Ahmed Olyaya, il vient voir Anouma, c'est parce qu'il les a intéressés. Et ces derniers ont eu eux-mêmes à faire leurs propres sondages sur leurs propres voix. Et même ils ont vu qu'il y a un déséquilibre. Et que c'est Motsepe, qui est d'abord un homme d'affaires, avec Mamelodi. Quand vous voyez d'abord l'organisation Mamelodi Sandone, vous vous rendez compte que Mamelodi Sandone est l'une des équipes les plus cotées du monde. Je ne l'ai pas dit d'Afrique, hein? Du monde. Donc quand on voit Diassan, il voit la personnalité de l'homme. Ils se sont liés à lui. On se lie. Puisque au lieu d'être un mauvais perdant d'une élection, mieux vaut être un lieutenant d'un Motsepe qui peut gagner les élections. Et on se range vers lui. Alors, oui, j'ai beaucoup de respect pour Hugo. Hein, et je ne voudrais pas mettre un qualificatif sur... Pourquoi tant de... Je réponds à cette question, ce qu'il vient de dire là. Il a beaucoup parlé et il n'a rien dit. Rien du tout. Alors, le désistement est volontaire. C'est-à-dire qu'il vient de la volonté de quelqu'un qui s'est engagé quelque part. Dit je désiste. Et toi aussi, pourquoi tu ne dis rien? Je n'ai rien dit, mais pourquoi toi aussi tu ne dis rien? Alors, ça veut dire que les cas de désistement, là, c'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est du folklore. Nous nous situons dans une bataille. Moi, je voudrais poser une question. Infantino peut aller faire le désordre qu'il est en train de foutre à la CAF, à l'UEFA? Il peut aller le faire là-bas? En fait, aujourd'hui, je vois encore que les Africains ne sont pas encore mûrs. Ne nous enfermons pas dans des analyses philosophiques. Ça nous égare. De la CAN tous les 4 ans. La Coupe d'Afrique des Nations embête l'UEFA. La Coupe d'Afrique des Nations embête l'UEFA. Ça, je le dis. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je dis que la Coupe d'Afrique des Nations embête l'UEFA. Dans quel sens? Vous n'êtes... Sur le plan sponsoring, non. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je dis la CAN embête l'UEFA. La preuve. Ils ont manipulé le Maroc. Il y a que sous Issa Hayatou. Non, avant de dire la preuve, expliquez d'abord en quoi. Expliquez d'abord en quoi. Avant de dire la preuve. Avant d'illustrer d'abord, expliquez d'abord en quoi. La périodicité embête. Parce que quand la CAN se joue en janvier, les championnats français, italiens et autres sont vidés des joueurs essentiels que sont les Africains qui viennent jouer. Ouh là là. C'est pas vrai. Monsieur, laissez-moi parler. Monsieur, laissez-moi parler. C'est pas le lien avec dans l'euro. Qui veulent jouer. Qui veulent jouer. Terminé. Qui veulent jouer. Je n'ai pas parlé d'euro. J'ai dit ça embête l'UEFA. Ça n'embête même pas l'UEFA. Qui ont voulu que la CAN ne se joue plus en janvier et qu'elle se joue pendant les vacances. Il y a la périodicité de la CAN qui embête l'UEFA, qui veut la ramener à 4 ans. Tout ça, c'est entre le travail de Issa Hayatou et il a su rester ferme à propos. Maintenant, moi je suis déçu par un monsieur comme Anouma qui a passé des dizaines d'années d'adversité à combattre Issa Hayatou. Il a montré qu'il voulait être le président de la CAF, mais maintenant, quand il a la possibilité d'être candidat, il va faire le cinéma qu'il est en train de faire. Je dis tout simplement que les Africains eux-mêmes ont contribué à tuer la Confédération africaine de football, qui n'est plus devenue qu'un département de la FIFA, qui nomme qui elle veut à la tête de cette confédération. On a compris qu'ils sont habillés, pour terminer. Je prends vous avez le dernier mot. Parce que ce qui s'est passé au Maroc, il faut le dire. Peut-être que Hugo Boss
Vous parlez de quoi de cette assise qui a eu au niveau du Royaume. Des nominations au comité exécutif de la CAF par la FIFA. Tous ceux qui ont désisté, ils ont accepté d'occuper un poste quelque part. Je dis bien tous. Moi, je suis vraiment déçu pour les candidats. Anoma. C'est quand même quelqu'un qui a déjà roulé sa bosse dans le football africain. Quel désisté. Il a été suspendu sous Issa Hayatou parce qu'il voulait être candidat. Vous pensez que ces désistements sont hasardeux? Non, ont été bien planifiés par Infantino, je le dis. Et je suis tellement déçu. C'est une colonisation. Parce qu'Infantino veut tenir la main de l'Afrique. Et c'est lui. Pourquoi on ne manque pas le nombre de clubs des nations africains au niveau de la Coupe du Monde? Non, on ne manque rien. Non, c'est au manteau comme on. Combien? Quoi qu'on ira à 9. Non, quand on parle d'augmentation, je dis c'est des manipulations, c'est une stratégie en trompe-l'œil. Si vous regardez la proportionnalité, c'est-à-dire en termes de pourcentage, rien n'a changé. Ça ne sert à rien qu'on me dise oui, rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est-à-dire que les écarts restent toujours les mêmes en termes de pourcentage. C'est clair, automatiquement. On augmente en fonction de la sportive. Non, monsieur laissez ce que vous voulez dire là. Laissez. Mettons un thème à 90 minutes chrono de ce jour. Merci de rester scotché au programme de Canal 24 qui se poursuivent. Rendez-vous mardi prochain. On ajoute 2 places à l'Afrique, on ajoute 3 à l'UEFA. On voit seulement qu'on est parti de 5 à Yeah.